RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Laure Lavalette. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Rassemblement national du Var et vous êtes porte-parole du RN à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Marine Le Pen et Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, on peut goûter ce week-end la petite phrase de la première ministre, Elisabeth Borne, qui d'ailleurs a été recadrée par le président de la République. Le RN est l'héritier de Pétain. Tweet outré et vive réaction de votre côté. Selon vous, est-ce qu'il n'y a pas une once de vérité historique, notamment sous l'ère de Jean-Marie Le Pen? Ce qui voudrait dire que pourquoi pas éventuellement reconnaître que, comme le Parti communiste peut reconnaître qu'il y a eu Staline, mais reconnaître qu'il y a eu, dans l'ancien Rassemblement national, c'est-à-dire le Front national, des personnages un peu sulfureux. Vous voulez dire que Staline aurait fondé le Parti communiste français? C'est ça que vous voulez dire? Non, pas du tout. Mais il pourrait être aussi les héritiers, en fait, dit-on. Vous voyez ce que je veux dire, la comparaison? C'est tellement un combat d'arrière-garde. Il faut reprendre les choses dans leur contexte. Et c'est mal connaître l'histoire du Front national qui a été, en plus, fondée avec de nombreux des résistants. Enfin, je veux dire... Oui, mais il y a eu aussi c'était une histoire. Non, mais je veux dire, je vais même pas, moi, du haut de... Je suis née en 1976. J'ai 47 ans. Je veux dire, je ne vais pas, moi, maintenant, en 2023, juger la façon dont ça s'est fait. Mais est-ce qu'il y a une reconnaissance ce que je sais, c'est qu'à partir type du moment... un peu louche. Mais non, jamais. Mais c'était la France dans son ensemble telle qu'elle était à ce moment-là. Et essayer de faire peser sur nous, puisque c'est un peu ce qu'ils veulent faire, cette espèce d'anathème, de collaboration, d'antisémitisme et tout, mais j'ai envie de leur envoyer les époux Carlsfeld ont reçu des mains de Louis Alliot la médaille de la ville de Perpignan. Donc vous voyez bien qu'Elisabeth Borne est restée, je pense, sur un logiciel des années 90, et c'est mal connaître l'histoire du Rassemblement national parce que Jean-Marie Le Pen, justement, a toujours écarté tous les gens qui auraient pu être un peu des radicaux, notamment tous les gens qui venaient d'ordre nouveau, qui ont commencé à pointer le bout de leur nez au Front national, et ils ont été écartés, en tout cas, au moins des instances dirigeantes, parce qu'il n'était pas question que ça soit dans cet esprit-là. Ça n'était pas ce que voulait Jean-Marie Le Pen. Alors, avant que Frédéric vous relance sur le sujet, il y a deux personnages, on les voit sur une photo. François Brignot, qui est compagnon de Jean-Marie Le Pen, mort en 2012. Il est ancien milicien de Vichy. Et Pierre Bousquet, qui combattait dans la division Charlemagne, c'est-à-dire les Français qui se battaient avec les Waffen-SS. Donc ça, ce sont des faits historiques. D'accord, c'est des faits historiques, mais qu'on va juger à l'aune de ce que l'on sait maintenant en 2023. Mais j'entends. Nous en parlions tout à l'heure. Le livre d'Amouroux qui disait qu'il y avait 40 millions de pétainistes en France. C'est pas moi qui le dis, ce sont les historiens. On peut pas maintenant réécrire l'histoire. La France, en 1972, était fruit de son histoire. Voilà. En tout cas, tous les éléments, si jamais il y a pu y avoir des éléments radicaux ou qui n'allaient pas dans le sens de la démocratie, en tout cas tel que le voulait Jean-Marie Le Pen, ils étaient écartés. Je vous dis, ordre nouveau. On n'a eu aucun mal à parler du GUD, de ces manifestations, par exemple. Voilà, donc tous ces mouvements-là même n'avaient pas leur place. Je veux dire, en tout cas maintenant, si vous voulez, cette espèce d'anathème n'a absolument pas sa place. Et je vais vous dire, les Français ne le comprennent pas. Tous ceux que j'ai vus, moi, sur ma circonscription, étaient outrés. Déjà, parce que c'est quand même un combat complètement d'arrière-garde. Quand vous en venez à essayer de jeter cet opprobre sur le Rassemblement national, c'est que quand même, il y a péril en la demeure et que les choses vont mal. Avouez que ça faisait bien longtemps qu'on nous en avait pas parlé. Et d'ailleurs, on va sûrement en parler, mais elle a été recadrée sévèrement par le président de la République. N'a apparemment pas trouvé très pertinent les propos d'Elisabeth Borne. C'était ce matin au Conseil des ministres. Des propos qui sont rapportés, évidemment, par quelqu'un qui était au Conseil des ministres. Mais Emmanuel Macron aurait dit qu'il faut combattre le Rassemblement national par le concret, par le réel, et non pas en utilisant des mots des années 90 qui ne fonctionnent plus. Mais est-ce que c'est une forme de rappel à l'ordre qui vous satisfait? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que le président de la République a bien compris qu'effectivement, jeter l'anathème comme ça
n'avait aucun sens. Je vous rappelle quand même qu'Elisabeth Borne a bien connu quand même François Mitterrand, qui a été décoré de la Francisque et qui fleurissait la tombe du maréchal Pétain tous les ans. Donc les leçons d'humanité, encore une fois, là, je trouve, elle est très mal placée. Et la deuxième chose, c'est que je pense que quand vous êtes désavoué comme ça par le président de la République, c'est un désaveu comme il n'y en a pas eu depuis très longtemps sur un Premier ministre. C'est qu'à mon avis, ça sent un peu la fin de votre relation, ça sent un peu la fin de votre couple. Et je pense qu'en fait, c'est une dame sur le départ. Je pense qu'elle a un peu craqué. Je veux dire, pour avoir sorti ça, c'est un peu un des derniers dérapages. Est-ce que son histoire familiale, sachant que son père a été déporté à Auschwitz, ne peut pas aussi en partie expliquer? Je vous dis, je ne peux pas l'imaginer. Enfin, je veux dire, moi, je suis au Rassemblement national depuis longtemps. Je ne peux pas imaginer que ça en fasse partie. Vous le disiez, on a le vote de nos compatriotes juifs. Il est prégnant maintenant au Rassemblement national. Encore une fois, les époux Klarsfeld à Perpignan, c'est un symbole fort. Donc, je ne crois pas. Moi, à mon avis, c'est plutôt une première ministre qui est rincée, qui n'a pas survécu aux 15 jours des retraites. Et je pense d'ailleurs qu'elle aurait dû, avec un peu de panache, partir à ce moment-là. Elle ne l'a pas fait. À mon avis, là, elle vient de se cracher en flamme avec ce dérapage. Parce que pour que ça sorte dans la presse... Ouais, je pense qu'elle s'est crachée en flamme, ouais. Carrément. Frédéric, une autre question là-dessus? Non. Le gouvernement veut lutter contre la fraude sociale avec plusieurs mesures, donc fusionner la carte d'identité et la carte vitale, un contrôle des retraités qui résident à l'étranger et l'obligation de résider 9 mois en France pour toucher le minimum vieillesse ou bien les allocations familiales. Ce sont des mesures que on imagine vous soutenez. Bah oui, vous savez, là, c'est une victoire programmatique pour le Rassemblement national, victoire culturelle et programmatique. C'est ce que Marine Le Pen demande depuis très longtemps. Nous voulions au départ une carte vitale biométrique. Ça fait au moins 15 ans que Marine Le Pen en parle, justement, pour arriver donc tout le monde va pêcher dans votre programme, c'est ce que vous êtes un peu en train de dire. Bah, vous avez vu comme quoi avoir raison avant tout le monde, finalement, il y a un moment où ça paye. Avoir raison tout le monde, ça veut dire avoir tort, souvent. Bah, pas là. Non, c'est la phrase. Bah, je vais vous dire que là, non. Alors, non, mais par contre, ça veut dire que pendant un petit moment, vous affrontez quand même certains colibés parce qu'on vous dit que ça n'est pas vrai. Et pendant très longtemps, on nous a dit, OK, sur les constats, ça nous va, mais finalement, les réponses que vous apportez ne sont pas très bonnes. On aura peut-être l'occasion d'en parler sur l'immigration, mais vraisemblablement, les LR, finalement, trouvent que nos solutions sont bonnes. Encore une fois, la lutte fiscale, que ça soit la lutte contre la fraude fiscale, sociale, Marine Le Pen en a parlé, évidemment, de façon très, très importante pendant la campagne présidentielle, puisque nous voulions avoir un ministère pour lutter contre la fraude, parce qu'à un moment où il y a une telle tension, une telle pression fiscale, et avec une inflation telle que nous la connaissons, c'est inimaginable pour nous de penser que les Français, eux, j'allais dire, souffrent beaucoup et qu'à côté de ça, il y a des sommes assez colossales qui sont indues. On parle en milliards d'euros. Ça sera à peu près 30 milliards d'euros, par exemple, sur la fraude sociale. Et puis, bon, par contre, le coût de 6 mois à 9 mois, je pense que c'est pas, pas suffisant. Oui, alors, quand vous écoutez Charles Prats, quand vous écoutez Charles Prats, qui est quand même, à mon avis, assez bien placé pour en parler, au global, ça serait pratiquement 70 milliards avec la fraude fiscale, évidemment. Mais il y a évidemment une fraude sociale dont nous parlons quand même depuis très longtemps. C'est la raison pour laquelle, typiquement, nous demandions ce contrôle avec les cartes vitales. Mais moi, ça me paraît être une bonne idée de fusionner la carte vitale avec la... Vous n'avez pas d'inquiétude sur ce que ça peut représenter comme danger éventuel sur les croisement des fichiers? Oui, les informations personnelles. Écoutez, si ce croisement-là des fichiers... Dans votre carte d'identité, il y a toutes vos informations médicales. Écoutez, si ça peut quand même empêcher d'avoir autant d'argent qui partent à volo et qui, en contrepartie, donne un peu d'air aux Français. Non, je pense que quand on n'a rien à se reprocher, c'est pas un problème. Après, est-ce qu'ils auront la volonté politique de le faire? La vraie question, elle est là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce. Vous voyez bien que là, ils sont quand même un peu paniqués. On attend le projet de loi immigration qui devait venir, qui, a priori, est reparti au calendrier grec. Donc là, voilà, on parle de fraude fiscale. Et sur l'argument, quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas à avoir peur parfois d'une restriction de liberté, il est quand même un peu spécieux. Non, mais il est dangereux, cet argument. Je ne pense pas sur la carte vitale et la carte d'identité. Après, ça va être compliqué, parce que vous savez que la Cour de justice européenne, pour l'instant, la jurisprudence ne va pas du tout dans ce sens-là. Mais je pense que ça va effectivement encore plus loin que la carte vitale biométrique, qui était déjà, à mon avis, une façon de voir très rapidement qui était dans les radars, qui avait droit aux prestations ou qui n'y avait pas droit. La Commission nationale informatique et liberté aura aussi sans doute son mot à dire sur le sujet. Mais vous avez bien vu que les 2 personnes qui avaient été dépêchées par Gabriel Attal au Maghreb, sur 1000 personnes interrogées, 300 percevaient des prestations de façon indue.
ça en dit long quand même sur Mais notre système. vous ciblez que les immigrés sur la fraude sociale? Bien sûr que non, mais ça représente quand même évidemment une grande partie. Et par contre, pour revenir sur le 6 mois ou 9 mois, c'est un peu du cosmétique. Les 9 mois. Vous diriez plus? C'est là où nous avons hâte de pouvoir dérouler évidemment notre programme sur l'immigration, déjà sur cette priorité qui nous paraît Mais pourquoi vous ne faites importante. pas, vous dites, les Républicains nous ont piqué notre programme, ils ont fait marcher la photocopieuse, ils ne sont pas foulés. Mais est-ce qu'à l'Assemblée nationale, il faut rafraîchir un peu les mémoires, est-ce que les gens se souviennent de votre programme de la présidentielle? Très bien. Pourquoi vous ne faites pas là des propositions alors que la la loi va arriver? Attendez, là les Républicains, ils viennent de parler de ça. Encore faut-il que ça parte dans leur niche et nous parlons de quelque chose qui sera éventuellement au mois d'octobre. Je vais vous dire, venez avec moi le week-end prochain sur ma circonscription. Vous verrez que les Français ont tout à fait conscience du programme sur l'immigration de Marine Le Pen. C'était, souvenez-vous, nous avions un référendum clé en main à proposer aux Français si Marine Le Pen avait été élue aux dernières élections. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que Gérard Larcher, qui quand même entre les deux tours disait que notre réforme constitutionnelle pour reprendre la main sur notre politique migratoire remettrait en cause nos constitutions, nos institutions, c'est exactement ce qu'il propose là. Donc vous voyez que finalement, il faudrait que chacun balaye un peu devant sa porte. La seule différence, c'est que je pense qu'ils nous ont très mal copié. Ils ont oublié de parler de la priorité nationale. C'est un peu comme quand vous parlez de la retraite sans la natalité, par exemple, ça n'a pas de sens. Les Français sont très attachés, demandent cette priorité nationale, que ce soit pour le logement, l'emploi. Quand vous disiez que c'était cosmétique de passer de 6 à 9 mois obligation de résidence en France pour toucher les allocations familiales ou le minimum vieillesse, 6 à 9 mois, c'est pas exactement cosmétique, c'est un tiers. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on part de tellement rien qu'effectivement... Mais c'est-à-dire pour vous, c'est quoi? Il faut résider en France intégralement? Non, il faut avoir travaillé ou justifié de 5 ans équivalent temps plein. Voilà. Non, mais là, c'est pas de avant ça, pour trouver des minima sociaux... Non, c'est pour toucher les allocations familiales ou le minimum vieillesse, on demande à ceux qui vivent à l'étranger de résider au moins à l'avenir 9 mois. C'est la même chose. C'est la même chose. En fait, on fait une grande différence entre les allocations distributives, et celles sur lesquelles vous avez cotisé, où la question ne se pose pas. Mais effectivement, les allocations type allocation familiale seront réservées aux Français ou aux gens qui pourront arguer d'avoir travaillé 5 ans équivalent temps plein sur notre territoire. Quand vous dites français, c'est... La nationalité française, la nationalité ça paraît assez française. simple. Non, oui, français, c'est la nationalité française, figurez-vous. Ouais. Ok. Ouais, jusque-là. Non, mais il y a le sujet. Mais vous avez raison, parce qu'il y a la nationalité française, même qu'est-ce que c'est? Effectivement, nous durcirions les conditions d'attribution de cette. D'accord? C'est la question à laquelle bien sûr. Parce qu'effectivement, on pense que ça s'hérite ou ça se mérite. Il faut bien parler français, avoir envie de s'assimiler, alors que là, on arrive encore à croiser des gens qui sont français sans vraiment et vous pensez maîtriser notre langue. Que les gens qui viendraient pour combler justement ces métiers en tension, notamment dans la restauration ou dans le bâtiment, vous considérez que ce n'est pas forcément une richesse pour la France aujourd'hui d'accueillir des gens qui viennent à des postes que personne ne veut faire. Je vous vois venir, peut-être qu'on peut expliquer aux gens qui nous écoutent qu'effectivement, la régularisation des métiers en tension serait une des parties de la loi. Mais oui, non, parce que c'est une nouvelle filière d'immigration. Ça veut dire que ça va être facile, vous allez venir, vous allez dire j'ai envie d'être cuisinier, mais ils travaillent. Vous voulez pas de gens Non, moi je voudrais que le travail paye, je voudrais que nous augmentions les salaires. Augmenter les salaires de 10%, vous allez voir, on va trouver des gens qui vont venir travailler. Et sachez que nous avons déjà des accords avec la Tunisie, par exemple, sur ces métiers-là, sans que ça forcément arrive à une nationalité française. Sinon, c'est évidemment une filière d'immigration supplémentaire. Et je peux vous dire que les Français n'en peuvent plus. Que ça soit les régularisations avec de ceux qui arrivent par la mer, tel l'Aquarius, l'Océan Viking, comme j'ai pu l'avoir à Toulon. Que ça soit les gens qui arrivent de façon irrégulière sur notre sol et qui finalement ne repartent pratiquement jamais. Les déboutés du droit d'asile, la Cour des comptes dit que 96% des déboutés ne repartent pas. Donc ça veut dire que c'est des gens que vous avez quand même sur votre sol. Si à ça, vous ajoutez en plus des gens qui viennent en pensant qu'ils vont être régularisés, ça fait de la France un guichet social. Et c'est pas très nouveau, mais c'est évidemment pas du tout la France dont nous avons envie au Rassemblement national. Si le gouvernement serre la vis sur
justement les prestations sociales et les allocations, etc. S'ils viennent travailler, payer leurs impôts, en quoi ça peut oui, mais enfin, vous c'est pas déranger ? du tout ce que le gouvernement est en train de dire. Le gouvernement dit pas qu'il va serrer la vis, pas du tout. 3 mois de plus, aller parler aux gens qui travaillent et qui ont du mal à finir leur fin de mois, ils s'en moquent de savoir si les gens sont là. Alors, Elisabeth Borne, depuis 3 mois de plus. à propos du projet des Républicains sur l'immigration, qui ont proposé une espèce de contre-projet, Elisabeth Borne dit que les réponses à l'immigration doivent se bâtir dans un cadre européen dont les Républicains semblent vouloir s'affranchir dans leurs propositions. Est-ce que vous seriez prêt, en situation de pouvoir, à composer avec les obligations européennes en la matière, ou est-ce que vous diriez c'est comme ça et pas autrement ? C'est sûr que la question va se poser, et c'est bien la raison pour laquelle, dans notre référendum, si vous étiez confronté à la situation. Dans notre référendum, on parle évidemment de cette réforme constitutionnelle où il faut que les Français puissent reprendre la main, reprendre le contrôle sur leur immigration, et que du coup, cela se gère en France, dans notre territoire national. Mais si on prend l'exemple des Danois, c'est assez intéressant. En fait, en France, on a l'impression que l'Europe, il faut tout prendre de l'Europe. Mais en fait, les Danois, ils n'ont pas du tout pris de l'Europe. Oui, mais c'était en 92. Non, mais d'accord, ils se sont battus. D'abord, ils ont commencé par dire non, exactement. Vous savez qu'hier, on a quand même fêté les 18 ans. Et ils ont accepté de réorganiser un vote à condition d'avoir droit à une exception. C'est exactement ça. Vous savez qu'en Europe, quand vous n'y arrivez pas, on vous refait voter jusqu'à ce que vous y arrivez, comme typiquement, ou alors on vous le fait passer par un traité comme Sarkozy. Enfin, ils ont exigé des clauses et qui ils ont leur des permettent réserves, de déroger un certain nombre de règles colossales, notamment en matière migratoire. Mais ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce que nous, on ne se battrait pas ? Évidemment qu'on va y se battre. Moi, je demande à ce qu'on reprenne la main. Des régimes dérogatoires. Nous, on demande à reprendre la main, de toute façon. Donc la question se pose un peu différemment. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, monsieur Rivière, parce que le pacte des migrations que vont signer ou consigner les homologues au Parlement européen des Républicains qui demandent ce projet de loi va imposer à toute l'Europe d'accueillir 70 millions de migrants. Donc vous imaginez bien qu'on a beau pousser de 6 mois à 9 mois le délai pour pouvoir avoir des prestations, par rapport au déferlement de migrants qui vont arriver en France et dont l'Europe va nous obliger à nous occuper, on est très 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 petits joueurs. Il nous reste assez peu de temps, donc on ne va pas rentrer dans le détail de la proposition de loi du groupe Lyotte, mais enfin il s'agit d'abroger en gros le report de l'âge légal de la retraite. Mais on s'achemine vers une situation dans laquelle en fait il n'y aura sûrement pas de vote à l'Assemblée sur cette proposition de loi. Quelles conséquences ça aura selon vous, politique, si effectivement il n'y a pas de vote? Moi j'espère pas, j'espère quand même qu'on va enfin pouvoir voter, puisque ça serait la première fois que nous pourrions voter sur cette réforme des retraites. Il a une probabilité quand même non négligeable, mais même assez importante. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est hallucinant, c'est-à-dire qu'il y a quand même un vrai problème, j'allais dire même de séparation des pouvoirs. Ça veut dire qu'on veut bâillonner le Parlement, on veut bâillonner les élus que nous sommes. Un épisode parlementaire de plus dans le dossier des retraites. Vous croyez que ça peut rallumer une flamme chez les Français? Il n'y a que le gouvernement qui pense que les Français ont mis ça sous le tapis. Il y a une exaspération évidente face à cette classe politique. Et les voir passer en force encore là par l'article 40, à mon avis, sera un caillou énorme. Mais la mobilisation est éteinte, on est d'accord. Je ne suis pas sûre. Alors, les manifestations, effectivement, sont moins là, mais je pense que la détermination des Français à voir partir Emmanuel Macron, elle est très, très grande. Et je pense que ça va être très compliqué. Même nous, dans 4 ans. Non, mais même nous, si vous voulez, on respecte un peu le Parlement, quoi. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'aurions jamais voté sur cette réforme des retraites injuste, qui était inutile, dont personne ne veut, ni les Français, ni les parlementaires. Vous appelez ça comment? Comme c'est un régime... Si vous arrivez au pouvoir, vous faites quoi? Vous revenez au 62? Bien sûr. Alors, vous savez, nous, c'est assez simple. Si vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, vous pouvez partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités, puisque la pénibilité est englobée. Et nous, il faut qu'on parte là. Et sinon, c'est 62 ans et 42 annuités de façon progressive. Donc, il n'y a qu'une seule espérance, c'est le vote. Mais c'est la fin de l'émission. Et une seule espoir, l'élection de Marine Le Pen en 2027, évidemment. Merci beaucoup. Merci à Flore Simon, à Camille Néran d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique.